Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'histoire effroyable d'une femme soupçonnée d'avoir décapité son propre enfant avec la complicité du propriétaire d'un petit restaurant très fréquenté à Yaoundé. Au lendemain de l'arrestation des deux principaux suspects, l'opinion publique est sous le choc. À suivre dans ce journal des révélations troublantes sur les pratiques obscures opérées dans ce restaurant de fortune qui est aujourd'hui au centre de cette affaire d'infanticide et de trafic d'organes humains. Sur le théâtre de la crise anglophone, des voix féminines s'élèvent pour plaider en faveur d'une rentrée scolaire dans la paix et la sécurité, une manifestation pacifique des femmes à Boya qui a fait le tour du monde. On en parlera dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Un infanticide qui défraie la chronique et alimente les conversations depuis quelques jours. L'histoire rocambolesque met en scène une femme soupçonnée d'avoir décapité son propre enfant avec la présumée complicité du propriétaire d'un petit restaurant très fréquenté à Yaoundé. Au lendemain de l'arrestation des deux principaux suspects, des langues se délient. Les populations, riverains et clients de ce restaurant sont choqués. Pourtant, ils appréciaient bien la viande qui était servie dans ce restaurant aujourd'hui au centre de cette affaire d'infanticide et de soupçons de trafic d'organes humains. C'est un reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Sur les traces de cette scabreuse affaire, nous retrouvons sans difficulté le restaurant qui défraie la chronique depuis 24 heures. Il est situé à 200 mètres du lieu du carrefour Tradex Éleveur et à moins de 500 mètres du bac à ordures où la tête de l'enfant décapité a été retrouvée aux premières heures de lundi. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Apparemment, ils ont constaté que quand on a trouvé le corps, la tête, il fallait qu'il rentre se débarrasser du corps. Et le corps était entre les toilettes et le mur en bois. Ils ont rentré voulant incendier la maison. Ça n'a pas pu. C'est aux environs de 2 heures qu'on a enlevé le corps. C'est les voisins qui ont trouvé le corps. Et le corps était déjà, on a boucané et coupé les bras, apprêté, puisque la tête était coupée au niveau d'ici. C'est ici, derrière la maison abritant le restaurant, dans un angle isolé et à proximité des toilettes, que les restes de l'enfant décapité ont été découverts. Interrogée par les habitants du quartier, la génitrice de la victime va d'abord nier les faits, avant finalement de passer aux aveux sous la pression populaire, laissant sans voix les habitants du quartier. Quand on a levé le corps aux environs de 2 heures, le lendemain ils sont revenus, le lendemain de mardi, continuer à faire le ménage, donc ils vont continuer à préparer et vendre aux gens. Les rumeurs pourraient dire que c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Il y a certains voisins qui ont dit que mais nous on remarque bien la tête de l'enfant là, ce n'est pas la tête de l'enfant de la femme-ci. Elle dit que son enfant est à Douala. On lui a donné le téléphone d'appeler sa soeur à Douala, là où l'enfant se trouve. Elle a pris le téléphone, elle a commencé à parler en bassa. Apparemment que si on demande que l'enfant est là-bas, on dit oui. Il y a certains qui disent non, elle est en train de dire autre chose. On a arraché le téléphone, on a dit que là vous êtes en train de la supporter là, il y a une tête ici là qu'on a trouvé, ça doit être son enfant. Et donc on a commencé à crier au téléphone. C'est là où maintenant on s'est mis à commencer à la battre. On est venu ici arrêter le biafrais. Voici la présumée meurtrière, Dame Gobaya Jeanne. Elle et son patron, de nationalité nigériane, n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Il a fui sur le long sien. Il y a une route qui sort de l'autre côté là pour aller sortir vers Éleveur. Donc il y a les gars ici qu'on appelle les gardeurs du quartier, les free boys. C'est eux qui l'ont interpellé. Ils l'ont interpellé de l'autre côté, là ils ont commencé à le massacrer. Et puis d'autres de la population sont venus et puis ils ont demandé à ce qu'on le laisse. Quand la police est venue, on l'a extirpé. Donc apparemment ils se connaissaient depuis. Ce n'est pas aujourd'hui, donc ce n'était qu'une mise en scène qui a été faite, d'après ce qu'on a vu. Le restaurant en question porte un nom qui ferait plaisir à plus d'un. Et pourtant, il est devenu la risée de tout le quartier depuis la découverte macabre de lundi. Il y avait les soupçons, pas soupçons en tant que c'était un corps humain, mais la qualité de la viande laissait quand même à désirer. Bon, c'est maintenant avec ce qui s'est passé, quand tu refais un feedback, tu te rends compte
des genres de viande que tu mangeais. Il y avait même les gens qui venaient manger ici là, les Nyelembere, ils viennent manger ici là. On s'alignait seulement. Tu es derrière ton frère, tu dis que pardon, fini, tu me donnes le plat. Parfois les autres amènent leur plat eux-mêmes parce que c'est vraiment sucré. Quand on mange ça, on a le goût, on revient demain. On appelle même au téléphone que c'est déjà prêt, il dit que c'est prêt, on vient manger. Les derniers développements ont fait perdre l'appétit à plus d'un. Parmi les clients réguliers, Pascal Boyomo, qui venait de se lier d'amitié avec le tenancier de ce restaurant. Il est dépassé par les événements en apprenant que celui avec qui il marchait serait impliqué dans une affaire de trafic d'organes humains. Donc on se posait des questions, que comment fait-il pour avoir du profit? Parce que vous ne pouvez pas donner des gros morceaux de viande aux gens, vous donnez une boule de couscous qui est comme, je sais pas, et vous remplissez une assiette de sauce, et puis ça vous dit que vous faites des profits à 500 francs, vous payez un loyer, il a 2 employés qui payent. Donc franchement, nous on se posait des questions, on se disait que c'était pour un début, mais là ça faisait il y a plus de 6 mois qu'il était là, et ça ne faisait que continuer. Et la viande, bon, c'est vrai qu'on n'avait jamais compris quelles étaient les parties de viande que nous mangions. Et il proposait même habituellement quand tu te retrouves du côté des Mimboman. Il a sa soeur là-bas qui vend aussi la nourriture. Si tu es du côté là, tu veux manger, c'est la même. Il proposait, il disait que c'est la même viande, la nourriture, c'est la même qualité. Donc ça veut dire que forcément même du côté là, il y avait aussi le même problème. De quoi donner la nausée à ceux qui ont régulièrement mangé du héros dans ces restaurants et qui n'ouvrent les yeux que maintenant devant la triste réalité. On ne prépare pas d'autre chose si ce n'est que le héros. Je crois bien qu'on mélange ça avec la peau du bœuf parce que quand tu manges ça sent la peau du bœuf. Tu crois que peut-être c'est la chair du bœuf qu'on a mis dedans. Une casserole et 2 petites marmites et une marmite de piment. On a versé tout ça ici là, dehors. Ça a passé la nuit, même le chien n'a pas pu manger. Il faut comprendre que c'est très très dangereux. Désormais entre les mains de la division régionale de la police judiciaire, Ngobaya Jeanne et le propriétaire du restaurant attendent d'être fixés sur leur sort. Les fins limiers de la police doivent percer tous les mystères de l'histoire. Question de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou alors d'un vaste réseau de trafic d'organes humains dont les tentacules pourraient s'étendre dans toute la ville et même en dehors. Au quartier éleveur et ses environs, les populations qui réclament que justice soit faite ont perdu la voix après avoir perdu l'appétit. La présumée meurtrière Ngobaya Jeanne et son patron de nationalité nigériane sont entre les mains de la division régionale de la police judiciaire du centre. En attendant, c'est la stupéfaction ici au quartier éleveur. Une seule question taraude les esprits. Pourquoi en est-on arrivé là? Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À quelques jours de la rentrée scolaire, les nouvelles modalités d'inscription des élèves s'avèrent plus compliquées que prévu. De nombreux parents continuent de se bousculer devant les bureaux administratifs de certains lycées. Situés à Douala, la complexité des procédures est pointée du doigt. C'est le constat que font nos reporters Mitterrand Dam et Isabelle Carole Zoupet. À quelques jours de la rentrée scolaire au Cameroun, s'inscrire dans les établissements publics relève d'un parcours de combattant pour les parents d'élèves. C'est le cas au lycée de Bépanda, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes là depuis hier par rapport à scruter les enfants. Hier, quand nous sommes arrivés, on nous a demandé d'aller d'abord à la banque. Après la banque, on nous a demandé de venir, c'était où une parfumerie pour payer ce dossier. Je suis arrivée hier là-bas, la dame m'a dit c'est fini, 12h30, c'était fini. Il fallait que je revienne aujourd'hui ce matin très tôt. Je suis arrivée très tôt ce matin, 5h45. Pour inscrire ma fille, et je me rends compte que l'inscription est tellement complexe. Complexe parce qu'il y a des indications formelles de l'établissement qui vous demandent d'abord d'aller à la banque et il y a un numéro de compte. Et à la banque, vous versez 29 000 francs. Et quand vous revenez au sein de l'établissement et hors de l'établissement, il y a un cybercafé où vous êtes obligé de payer d'abord un dossier de l'élève. Et après ce dossier, vous devez verser de manière formelle 5 500 francs pour la tenue. C'est obligatoire. Et quand vous revenez ici, vous versez 7 500 francs et conditionné par le reçu qui vous est délivré par le cybercafé. Donc c'est extrêmement compliqué. Les responsables de cet établissement qui font la sourde oreille face à ce problème disent être à pied d'œuvre pour ne pas rater le train de la rentrée scolaire. Nous avons tenu avec Madame le Proviseur, Madame Boatama, une réunion de concertation afin justement de définir tous les contours. Nous sommes passés
de la propreté du site, de l'environnement, à la pédagogie, à la discipline. Et nous avons même touché tous les autres secteurs, c'est-à-dire l'orientation scolaire, le service DPS, le service des APPS, parce qu'il est question que nous prenions effectivement le train de la rentrée. Malgré l'innovation apportée par le ministre des Enseignements secondaires quant au paiement des frais de scolarité par voie électronique, le processus d'inscription dans les établissements publics demeure un véritable casse-tête. Je vous le disais en titre, des voix féminines s'élèvent sur le théâtre de la crise anglophone pour plaider en faveur d'une rentrée scolaire dans la paix et la sécurité. C'est en tout cas le message qu'elles ont tenu à faire passer lors d'une manifestation qui s'est déroulée en plein centre-ville à Buea, dans la région du sud-ouest. Ces femmes munies d'arbres de la paix et des messages pour dénoncer les désastres socio-économiques causés par ces conflits armés décriés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui impactent depuis quelques années déjà sur le système éducatif dans cette partie du Cameroun. Parlons à présent de la route nationale numéro 5. Elle est en piteux état. En cette période de fin de vacances, des voyageurs vivent un véritable calvaire. Jacques Molon et Flavien Dongo. Reportage. Sur la nationale numéro 5, des véhicules qui vont et viennent sur la bretelle Mbanga Sancho sont des victimes du mauvais état de la route. Des nids de poules et autres trous qui jonchent l'axe sont pour la plupart des causes des accidents enregistrés sur ce tronçon. Vivons des accidents terribles tous les jours. Les gens meurent sur cette route alors que nous on paye le péage. Alors regardez notre route, nous sommes juste aussi ainsi au point de péage. La route est complètement gâtée. Nous débrouillons à mettre la terre sur les trous comme ça. Maintenant, nous utilisons même aussi les cailloux, on met sur les trous pour que ça essaye de fermer les trous. Voiture se renverse de fois ici. Et c'est dans la broussaille que les véhicules accidentés vont chuter. Ceux qui parviennent à braver le calvaire sont obligés de passer quelques jours au garage. C'est lamentable. Les amortisseurs, les freins, tout ce qu'il y a comme accessoire. À quelques encablures du point de péage de Mbanga, c'est la dégradation totale de la chaussée. Il est inadmissible qu'à un pas d'un péage, un pas du péage, qu'on n'arrive pas à circuler, on porte la voiture presque sur la tête et on va aller donner l'argent, payer les impôts. Un péage lui-même qui est dans un état dévaste. À quelques mois des grands rendez-vous sportifs et politiques au Cameroun, la nationale numéro 5 reste l'axe le plus dangereux de l'heure dans notre pays, surtout en cette veille de rentrée scolaire, selon des observateurs. Parlons à présent de cette chute des poteaux électriques qui se multiplient. C'est le cas dans le 2e arrondissement de Douala. Depuis près de 2 mois, des poteaux électriques tombés n'ont pas été réhabilités. Les populations sont également confrontées à une absence d'énergie électrique dans une partie de cet arrondissement de Douala. Mais malgré leurs plaintes, la solution n'a pas encore été trouvée pour réhabiliter ces poteaux électriques et pouvoir reconnecter à l'électricité ces nombreux ménages. Reportage Warren Zede et Xavier Foka. Les populations du lieu d'Ibangu, au quartier Nilon à Douala, sont sans électricité depuis quelques mois déjà. 2 poteaux électriques rangés par le poids de l'âge ont trouvé comme reposoir cette barrière d'une maison d'habitation. Un poteau comme ça qui est tombé, ça fait déjà 3 mois que c'est tombé. S'il y avait meurtre, je pense que Enio devait intervenir rapidement. Comme il n'y a pas meurtre depuis, on en souffre. La dernière fois, c'était à Nobel. Ça a tué 3 personnes. Aujourd'hui, c'est ici à Barcelone, au quartier Nilon, précisément à Bangou. Alors, on en a marre de ça. Là, je ne sais pas si la sonnette attend que ça tue un enfant pour qu'on vienne arranger ça. Finalement, on en a marre de tout ça. Il faut venir arranger ce poteau pour que les gens puissent bien passer et pour qu'on évite la mort. La mort qui est bien proche, avec les populations qui vont et viennent, des enfants qui s'amusent à longueur de journée, des fils qui pendent, et cette eau qui peut tout entraîner au contact d'un fil blessé. Le comble, c'est la proximité de la société en charge de la distribution d'énergie électrique. Moi je ne comprends pas parce que la sonnette est juste là. L'agence sonnette même est là juste à Dakar, quelque part de là. Il y a une agence là à Brazzaville qui a 100 francs de là. Mais je suis étonné de voir que ça fait 2 mois aujourd'hui.
ces poteaux et tout là tombés. Il y a tellement d'enfants, comme vous pouvez constater, qui jouent là à longueur de journée. Et ils sont là, ils grimpent sur le poteau. Et si vous constatez bien même, ça a adossé sur un portail. Donc il suffit qu'un fils soit blessé là pour que tous ces enfants soient vraiment, je vais dire, qu'ils meurent même. Alors il y a une agence sonore ici, voilà Dakar ici, mais chaque fin du mois on avait les quittances qu'on doit payer. On paye quoi? On paye quelque chose qu'on ne consomme pas. On vit dans le noir avec les enfants. Si quelque chose arrive à un enfant dans la nuit, même s'il faut chercher le même comprimé, on va prendre ça. La situation que vivent les populations de ce quartier depuis 2 mois déjà ne va pas sans conséquences. Ça m'a pété mon placement et ça nous donne la baisse tension. On n'a pas de lumière. La dernière fois, l'incendie devait se prendre au niveau de mon voisin là parce qu'on dort avec de la bougie. Il n'y a pas de lumière. Quand on met la bougie comme ça, demain, la maison va prendre feu. Avec les enfants qui jouent partout là, ça peut créer un incendie. Et moi je trouve que ce n'est pas normal. C'est à Bonanjo ce qu'on est à venir arranger. La moindre étincelle embraserait tout le quartier au regard de la qualité du matériel de construction utilisé. Les élèves de la zone sont inquiets à quelques jours de la rentrée des classes. Je pense que la SONEL devrait s'occuper du poteau aussi parce que dans bientôt l'école commence et il n'y aura pas la lumière pour pouvoir apprendre le soir. Ça risque de tuer un enfant ici là et je ne sais pas s'ils attendent que ça tue un enfant avant qu'ils viennent arranger. Plusieurs autres quartiers de la ville de Douala sont dans la même situation que celle vécue par les habitants. Dans le reste de l'actualité, à l'heure de l'accalmie sur le théâtre, sur le front de guerre contre le terrorisme, le gouvernement a engagé la construction des édifices bandits qui sévissent dans le Grand Nord. Reportage Amadou Daïrou, Jean-Blaise Goupéé et Flavien Valodongo. Les populations des départements du Mayo-Sava et du Mayo-Sanaga dans la région de l'extrême nord viennent d'accueillir le ministre de l'administration territoriale. L'émissaire du chef de l'État dans cette partie du pays qui sort progressivement des griffes de Boko Haram est allé booster le moral des habitants qui ont foulé le pire. Ça nous va tout droit au cœur et vous avez suivi les mots du représentant de la population, ça ne demande pas ce que j'ai dit. Alors donc, vraiment c'est avec une certaine émotion que nous réagissons à une seule situation, mais nous sommes très contents. À l'hôpital des districts de santé de Kolofata, comme ailleurs, le ministre Atangandi n'est pas allé les mains vides. On n'a jamais eu de visite pareille. Le gouverneur venait, notre délégué de la santé publique venait. Je ne sais comment vous remercier avec le don que vous avez laissé, les 1 600 000 pour donner au personnel de santé de l'hôpital de district de Kolofata, les 30 matelas et les 25 couvertures. Le nécessaire de couchage, les denrées alimentaires de première nécessité, associé à tout ceci, la construction des salles de classe et des formations sanitaires sont la conséquence des efforts des Camerounais, soucieux du devenir des populations qui sortent à peine de la guerre. Avec l'argent cotisé par les Camerounais, on a vu des bâtiments, on a vu les centres de santé, nous avons vu les encouragements aux agriculteurs, nous avons vu le soutien au comité de vigilance et tout le monde a trouvé son compte. Ça veut dire que les planteurs ou les agriculteurs qui ont eu des éleveurs, qui ont eu des champs détruits, ils ont eu de quoi reprendre les activités. Le patron de l'administration territoriale estime que les efforts menés dans le Grand Nord devraient servir d'exemple dans les régions anglophones. Puisqu'il y a une opération similaire pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'était nécessaire de venir voir comment ça a été géré, ça a été très bien géré dans la région de l'extrême Nord. Après l'extrême Nord et le Nord, Paul Atangandi s'est rendu dans la région de la Damawa, où l'occasion lui a été donnée de faire le point sur la situation sécuritaire en Gaoundéré. Comme vous pouvez constater, la région de la Damawa est une région calme. Mais avant cette réunion, j'ai tenu à transmettre au gouverneur, aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité les encouragements du chef de l'État. Ils ont pu neutraliser les gangs dangereux qui procédaient au kidnapping et qui demandaient des rançons. En cette veille de rentrée scolaire et particulièrement de la présidentielle du 7 octobre prochain, le renforcement des mesures de sécurité reste de mise pour le bon fonctionnement du processus électoral dans la Damawa. Le président de la République m'a aussi chargé de leur demander d'apporter leur encadrement à Elekan. Elekan qui est l'organe indépendant chargé d'organiser les élections. Dans les régions de l'extrême nord, du nord comme dans la Damawa, le ministre Atangandi a visité les camps des réfugiés et des déplacés et surtout encouragé les reconvertis de Boko Haram.
Pour la Tanganyika s'est aussi rendu sur les décombres du domicile du ministre Amadou Ali, incendié par des éléments de la secte islamiste Boko Haram. Parlons à présent de cet hommage rendu au célèbre industriel Kadji de Fotso. Il s'agit de Sa Majesté Sikam Api V, roi des Bana, qui a effectué le déplacement de Douala pour reconforter la famille de Kadji de Fotso, dûment éprouvée, mais aussi inviter les membres de sa communauté à pouvoir justement poursuivre l'œuvre de Kadji de Fotso. Reportage Warren Zede et Sylvestre Zangaou. Comme tout son peuple, Sa Majesté Sikam Api V, le roi des Bana, a appris le 23 août dernier la mort du patriarche Joseph Kadji de Fosso. Le monarque a donc entrepris de faire le voyage de Douala, où il s'est rendu au domicile du défunt pour apporter son réconfort à la famille durement éprouvée. J'ai jugé opportun de venir avec la famille faire le deuil, nous consoler mutuellement. Et voilà, c'était ça, et je remercie mon frère, le chef Poité, qui a bien voulu m'accompagner pour qu'ensemble nous venions témoigner de notre profonde tristesse. Le peuple Bana est touché. C'est notre capitaine, c'est notre baoba qui s'en va. Vous pouvez imaginer la douleur qui nous habite. Et c'était légitime que je vienne l'exprimer à l'endroit des enfants, à l'endroit de son épouse et à l'endroit de tous les Bana du Vouri. Le roi des Bana affirme que la disparition de Joseph Kadji de Fosso est une grosse perte pour ce peuple du département du Onkam en particulier et pour le Cameroun en général, lui qui était l'un des piliers de l'économie du pays. Il représentait beaucoup. C'est à travers lui qu'on connaissait que Bana existe. Je me souviens à une certaine époque, je voyageais pour Yaoundé, j'ai été interpellé par un contre de police. J'avais du mal à me représenter. Il a fallu que je dise que je suis le chef de Kadji pour que le policier dise ah, le chef Bana, le chef de Kadji. Ben voilà, donc il était pour Bana beaucoup, il incarnait Bana. Bana, c'était lui. Le message de Sa Majesté Sikam Api V au peuple Bana est donc clair. C'est de dire faisons le deuil, portons dignement le deuil, soyons fiers du parcours qui est le sien. C'est un riche héritage qu'il nous laisse. Maintenant, à nous, à commencer par ses enfants et ensuite à tout le peuple Bana. Pour que cet héritage-là ne se perde pas. Il a fait son temps, il a fait, et il peut le dire fièrement, il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, à nous tous, ses héritiers, à commencer par ses enfants, de faire en sorte que cet héritage-là, n'est-ce pas, se perpétue et que ce nom, Kadji de Fosso, ne se perde. Parce que c'est un patrimoine, rien que son nom, c'est un patrimoine. Et ça, il faut le sauvegarder. Et ça, il faut l'entretenir. Et il revient à nous tous de le faire. Et j'entends jouer pleinement mon rôle pour que cela se fasse dans la quiétude, dans la paix et à la hauteur de l'homme. Le patriarche Fouatoula Joseph Kadji de Fosso restera donc à jamais immortel dans la mémoire du peuple Bana. Et ses œuvres continueront à parler au monde entier. Les préparatifs du Ngwon 2018 s'accélèrent et pour cette nouvelle édition, le Festival des Arts et de la Culture du Peuple Bamoun met l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À cette occasion, des journées réseautage ont été organisées à Fumban. Reportage. C'est la crème féminine Bamoun qui s'est retrouvée au centre Mantoum à Fumban à l'occasion de cette deuxième journée de réseautage. Partager, écouter et comprendre, la femme Bamoun s'est mis plein la tête aux côtés de ses pairs venus de différentes régions du Cameroun
et même de la diaspora. Promotrice de l'établissement Espace Tissage Plus, qui fait dans le tissage manuel. Plus pratiquement en Bamoun, nous appelons le tchéal. Beaucoup de nos femmes sont bien habillées en ce que je fais, donc habillées de mes produits. Et comme nous parlons Ngwan, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons plutôt parler de Ntchéa, qui est un tissu qui honore la fête de Ngwan. La femme Bamoun joue encore le rôle de la femme au foyer. Et beaucoup d'hommes. Mais sinon, la plupart commencent à comprendre que la femme qui peut entreprendre, la femme qui peut se battre par elle-même, la femme qui peut courir au rythme de la société, peut elle-même aider même son époux dans son foyer. Au-delà de sa beauté et de sa forme reconnue d'unanimité publique, l'élite et l'ensemble des forces vives Bamoun sont formelles. La femme Bamoun est plus que jamais appelée à se chercher une place de notoriété dans l'espace socio-économique actuel. Moderniser et encourager la femme Bamoun qui est sombrée dans son mythisme et son silence. Aujourd'hui, on l'a fait savoir cette femme Bamoun qu'elle est rayonnante et qu'elle est capable. Elle vaut ce qu'elle est. Et nous voulons, comme ça, à tous les rangs, que ce soit la commerçante, la culturière, la cultivatrice, ou bien celle qui fait dans n'importe quel métier, les métiers domestiques, les promouvoir parce qu'on est quelqu'un, parce qu'on sait ce qu'on fait et on fait bien ce qu'on fait. Cette deuxième journée de réseautage, après celle de Douala le 28 juillet dernier, est préparatoire au carnaval de la femme Bamoun, prévu le 6 décembre prochain et dont les différentes antennes régionales d'organisation ont été présentées à Fumban. On a mis les choses en fonction de Fumban pour progressivement amener la femme Bamoun à aller de l'avant. Et là, nous sommes très contents de ce qui s'est passé. Elles ont adhéré, elles sont contentes. Voilà. Le niveau préparatif pour le festival, pour le carnaval, il est bon? Très bon. On peut faire le carnaval dès demain. Les femmes sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles veulent même déjà que le 6 décembre arrive. Elles ont déjà prêté leur tenue, leur coiffure, leur parure. Tout est déjà prêt. Ils sont prêts. Le carnaval de la femme Bamoun, une idée du sultan roi de ce peuple mythique, est une vitrine pour la femme Bamoun. C'est l'innovation de la 547e édition du Ngwan. Le festival du peuple Bamoun, prévu du 2 au 9 décembre prochain, sous le signe du ressourcement culturel et de l'affermissement du vivre ensemble. Le leader de la papeterie au Cameroun, papeterie Nono, qui a encore offert cette année de nombreux lots aux meilleurs élèves issus des 4 coins du pays. C'était lors de l'édition Excellence scolaire Papeterie Nono, placée sous le parrainage du professeur James Mwange Kobila, vice-recteur de l'université de Douala. Reportage. La 11e édition de l'Excellence scolaire Papeterie Nono a été un succès total, avec pour la première fois comme parrain un professeur. Le vice-recteur de l'université de Douala, le professeur James Mwange Kobila, qui a donné une leçon inaugurale de 45 minutes à l'explanade du complexe commercial Papeterie Nono, entouré des 3 majors des éditions précédentes. Je mesure l'insigne honneur qui m'échoit de prendre la parole en qualité de parrain à l'occasion de cette 11e édition de l'excellence scolaire Papeterie Nono. Pour cette 11e édition, plus de 800 dossiers ont été déposés et 100 élèves ont été retenus par le jury. Après 72 heures de chaude délibération, le jury, composé de 8 enseignants chevronnés, issus de tous les ordres d'enseignement et de d'autres sous-systèmes éducatifs, a donc rendu sa copie. Le major de cette 11e édition, Metinding Kombu Aron, a obtenu son baccalauréat C avec la mention excellente. J'étais élève en classe de terminale C au lycée bilingue de Nkoleton. Cette année, j'ai obtenu mon baccalauréat C avec la mention excellente. C'est de rester focalisé sur l'essentiel parce qu'honnêtement, je ne pense pas avoir quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Mais juste que je sais me concentrer sur l'essentiel. Les lauréats d'or
Pour le sous-système anglophone de l'enseignement primaire, Ninambela Maeva occupe la première place avec 19,50 de moyenne. Azienda Manjo Emanuela a obtenu son DCE O-Level dans 11 matières. Elle est la première du premier cycle. Le premier du second cycle est l'élève Fomene Kwetza d'Evaloir. Et dans le sous-système francophone, Kenyemba Estelle reçoit le prix Schneider. Elle a obtenu son baccalauréat C avec mention très bien. Je suis trop dans la joie, je suis très émue de l'action que Papa Nono fait, qu'en fait cette initiative qu'il a prise dès le début soit continuée. Quant au prix spécial du jury, il revient à Issouk Marthe Verouchka qui a obtenu son baccalauréat avec mention très bien. Et le porte-flambeau Kamnio Glodi, élève en classe de première, a obtenu une moyenne annuelle de 16,89. Il a donc reçu la flamme de l'excellence des mains de Kenye Estelle Mba, avec pour mission de décrocher son baccalauréat avec la plus grande mention. Pour moi, ça représente d'abord beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup de responsabilités, parce qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à ce niveau. Pour le parrain de la 11e édition, les résultats et les performances des différents lauréats sont encourageants. Il s'agit tout simplement de poursuivre et de persévérer dans l'encadrement de qualité à apporter à cette jeunesse pour les accompagner jusqu'au bout, de sorte qu'ils puissent être utiles à la société en apportant toute leur contribution. À l'heure du bilan, le promoteur se dit satisfait du succès de la 11e édition du prix de l'excellence scolaire et prépare déjà la 12e édition. La 11e édition a connu une effervescence particulière compte tenu de la présence remarquable et remarquée du professeur Mwange qui a, de par sa présence, rehaussé l'éclat de l'événement. D'abord, en tant que parent, je suis très content, je suis très ému, et en tant que parent des meilleurs élèves, ça veut dire que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Et compte tenu de ce que le défi que je me suis donné moi-même, j'ai à chaque fois un sentiment de fierté et de bonheur. Les élèves qui souhaitent donc être de la fête l'année prochaine doivent se mettre au travail dès à présent. La Société anonyme des brasseries du Cameroun fait briller des villages dans le BAM et Inubu avec sa bière, la 33 Export, supporter numéro 1 du football. Des joueurs, mais aussi les meilleurs clubs de championnat de vacances ont été primés. Reportage. Le coup de sifflet retentit. Situé à une trentaine de kilomètres de Bokito et à une vingtaine de Bafia, dans le département du BAM et Inubu, le village Buyumbuluk a vibré au rythme du sport roi grâce au championnat de vacances porté par la Société anonyme des brasseries du Cameroun et sa bière généreuse, 33 Sport. La finale opposant Ekolo 1 à Bichagat FC a été un régal pour le public venu massivement célébrer les valeurs de performance et d'excellence chères à la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Tout commence avec l'arrivée au stade, le directeur national des ventes, qu'entourent quelques autorités administratives, au rang desquelles les délégués départementaux des transports et des sports du BAM et Inubu. L'accueil réservé par les autorités traditionnelles de Buyumbuluk est des plus chaleureux. Je vous remercie. Après les mots de bienvenue qui traduisent l'hospitalité légendaire des filles et fils de cette chefferie de 3e degré, place au jeu des acteurs. Ekolo 1 en rouge et Bichangat FC en blanc, tous habillés aux couleurs du supporter numéro 1 du football, offrent un spectacle alléchant. Au terme des 45 premières minutes, c'est Ekolo 1 qui mène les débats, 3-0. La pause permet à Bichangat FC de se requinquer au point d'inscrire 2 buts en seconde période pour un score final de 3-2 au profit de Ekolo 1 qui s'adjuge le magnifique trophée mis en jeu par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. 1, 2, 3, mesdames et messieurs, voici Buyumbuluk 2018.
n'avons pas paniqué, nous avons joué avec un moral haut. On s'attendait vraiment à ça parce que depuis on a perdu l'édition passée ici sur ce stade. On s'est préparé en conséquence pour cette édition 2018. Tout est bien qui finit bien, on s'est battu comme on pouvait. Nous remercions beaucoup plus 33 Sport pour tout ce qu'ils font pour nous, pour toutes les éditions qui sont passées et celles d'aujourd'hui. 1, 2, 3. Dans la foulée, en dehors du trophée, diverses primes sont remises, aussi bien aux équipes finalistes qu'aux meilleurs joueurs et meilleurs buteurs de la compétition, qui aura regroupé 8 clubs. Au bout du compte, le sentiment du devoir accompli pour la Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui a réitéré ici à Buyumbuluk son soutien inégalé aux inconditionnels du football. Vous avez vu comment la population était très fière de cette finale qui finalement nous a produit un football de grosse facture. Et surtout, je pense que c'est le lieu pour les brasseries du Cameroun de remercier tous les consommateurs de nos produits, en particulier ceux de la 33 Sport, parce que c'est grâce, bien entendu, à la consommation de nos produits que nous sommes en mesure d'organiser ce type d'événements. C'est des événements que nous organisons sur l'ensemble du Cameroun. Et ça permet pendant les vacances aux jeunes de montrer de quoi ils peuvent être capables sur le plan du football. Buyumbuluk, qui a ainsi été mis sous les feux de projecteurs, fait partie des 33 villes et villages qui ont vibré pendant 3 mois au rythme de 83 championnats de vacances grâce à 33 Sports qui partagent l'amour du sport roi et du beau jeu en favorisant l'éclosion des talents tout en luttant contre l'oisiveté des jeunes pendant les vacances. Paris gagné avec 33 Sports, le supporter numéro 1 du football. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, les anciens clients de Jésus Restaurant maudissent le jour où ils ont consommé de la viande dans cet établissement. Après ce drame, cette découverte dramatique et tragique des restes du corps de cette fillette de 8 ans, vous l'avez dit, des témoignages troublants sur la qualité des repas servis dans ce petit restaurant très fréquenté dans cette banlieue de Yaoundé. Et l'affaire n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets pour pouvoir identifier à la fois les responsabilités mais aussi les mobiles de cet assassinat, du moins ce qu'il en est jusqu'à cette heure. Voilà, Cédric Noufélé, c'est l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20 h. Rendez-vous demain. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite d'Equinox Soir en compagnie des experts.